attachons-nous quelques instants à ce sujet de la réforme de la facture électronique. Je vais essayer de résumer ou de synthétiser en quelques minutes ce sujet donc de la RFE. On va dire RFE parce qu'on aime bien les acronymes, mais on parle bien de la réforme de la facture électronique. Alors déjà, la première chose, c'est que sont concernées toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, quelle que soit leur taille, à condition qu'elles soient assujetties à la TVA. Donc ça, c'est le postulat de base et ça nous donne donc le périmètre. Cette réforme, en fait, c'est une réglementation européenne et enfin, ça suit en tout cas une réglementation européenne et globalement une tendance mondiale. On n'est pas du tout les premiers à se lancer là-dedans, bien au contraire. L'objectif principal, c'est la réduction de la fraude à la TVA, puisqu'il y a des montants vertigineux qui sont quand même perdus par l'État. Donc ça, c'est un sujet. Mais il y a d'autres aspects également sur cette réforme. C'est aussi de simplifier tout ce qui tourne autour de la déclaration de TVA avec à terme le pré-remplissage de la déclaration de TVA au même titre que ce que nous connaissons à titre privé aujourd'hui avec la déclaration d'impôt. Donc si les déclarations de TVA sont plus simples, c'est aussi une déclaration, une réduction des coûts induits par les contrôles fiscaux, puisque si les déclarations sont plus justes et pré-remplies, potentiellement il est moins nécessaire de faire de contrôle. C'est aussi une volonté de favoriser quand même la compétitivité des entreprises avec une réduction des charges administratives liées au traitement des factures entrantes, sortantes, enfin tout ce qui tourne autour de l'administratif, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui vont donc être traitées de façon automatique. Et ça sera aussi la possibilité de fournir au gouvernement des informations sur la santé des entreprises en temps réel ou dans un temps qui sera quasiment du temps réel. Donc ça permettra potentiellement d'ajuster certaines actions gouvernementales de façon plus efficace que ce qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Ce qui est important de bien noter, c'est qu'une fois que cette réforme sera entrée en vigueur, et même une fois qu'elle sera complètement adoptée, en fait, il y a certaines entreprises qui vont continuer à émettre et à recevoir des factures dans des formats qui seront hors scope facture électronique, on va en revenir. Par exemple, l'international. Travailler avec l'international, il faudra que vous soyez en capacité d'apprendre toutes les nouvelles méthodes en lien avec la réforme de la facture électronique et aussi de continuer à traiter certains aspects tels que vous le faites aujourd'hui. Donc, en fait, la révision du calendrier, il ne faut pas voir ça comme l'occasion de se dire on verra bien dans 2 ans. C'est plutôt une formidable opportunité, une formidable occasion de vous préparer plus sereinement à l'ensemble des transformations qui vont être nécessaires dans ce nouveau contexte. Et pour nous, c'est aussi le moyen d'encore mieux vous accompagner dans cette transition vers le zéro papier, dans cette transition vers la dématérialisation et la digitalisation des processus, dont la TVA, mais pas uniquement. Alors, si on rentre dans le détail de cette réforme, en fait, il y a 2 volets dans la réforme de la facture électronique. Il y a le volet qui s'appelle e-invoicing et le volet qui s'appelle e-reporting. Ce volet e-invoicing, c'est ce qu'on appelle plus communément la facturation électronique. Donc, ça concerne l'émission et la réception des factures sur des transactions qui sont franco-françaises. Business to business, business to government, donc B2B, B2G. Donc ça, c'est la facturation électronique. Et ensuite, il y a un autre volet, un autre aspect, c'est le e-reporting. Donc le e-reporting, c'est quoi? C'est la transmission électronique des données de transaction, des données de transaction B2C ou B2B international. Donc ça, c'est un premier aspect, les données de transaction. Et ensuite, il y a les données relatives à l'encaissement des prestations de services. Donc, dans le e-reporting, il y a 2 aspects bien différents. Donc, du coup, il va falloir, vous, que vous arriviez à vous positionner pour savoir comment vous êtes concerné et selon quelle modalité vous allez être concerné, parce qu'on verra après que dans le contexte du e-reporting, la fréquence de déclaration varie en fonction du régime de TVA. Donc, je repasse un instant sur le e-invoicing. Donc, ce e-invoicing, ça dit quoi en fait? Ça dit que les factures entre entreprises assujetties à la TVA
vont devoir être électroniques avec des données structurées. Des données structurées, ça veut dire qu'on a des formats de fichiers qui sont imposés. Il y en a 3, l'UBL, le C2I et le FactureX. L'avantage du FactureX, c'est que c'est un format qui sera interprétable et compréhensible à la fois par des machines et par l'œil humain, puisqu'en fait, le FactureX, c'est un fichier PDF plus un fichier XML. Donc, du coup, il est fort probable que ce soit un des fichiers qui soit les plus communément utilisés. Ce n'est pas une obligation, mais ça fait bien partie d'un des 3 formats obligatoires. Donc ça, c'est la première chose. Les factures doivent être électroniques avec des données structurées. Ensuite, ces factures, elles seront formellement vérifiées avant transmission. Formellement vérifié, ça veut dire que c'est un contrôle de forme. Ça veut donc dire que si la forme n'est pas correcte, si ce n'est pas sur un des 3 formats, elles ne seront même pas transmises. Donc, la forme va être vérifiée et ensuite, les mentions obligatoires seront transmises à la DGFiP. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des mentions obligatoires et d'autres qui ne sont pas obligatoires, mais les mentions obligatoires doivent toutes être présentes, sinon pas de transmission de la facture. Ensuite, il est dit que l'échange de ces factures se fera au travers d'un réseau de plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il n'y aura plus de transmission de factures d'un fournisseur à son client en direct. Ça n'existera plus. La facture va transiter par un réseau de plateformes. Et on parle de PDP et de PPF. On va revenir rapidement tout à l'heure sur ces sujets. Et enfin, le dernier aspect, c'est que les statuts de ces factures vont devoir être partagés tout au long du cycle de vie de cette facture. Et ça permettra de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que la facture, elle a été émise ou pas? Est-ce qu'elle a été encaissée ou pas? Et on verra qu'on a tout un tas d'éléments relatifs au statut de ces factures. Donc ça, c'est le début de l'histoire sur le e-invoicing. Ensuite, quand on parle de données structurées, ça veut dire en fait que toutes ces données, elles doivent être présentes dans la base de données, dans vos systèmes d'information, dans vos ORP, dans vos solutions de gestion. Parce qu'en fait, ça implique que ce ne peut plus être des commentaires ou des informations que vous allez compléter et saisir manuellement. Et quand on parle de données structurées, il y a plusieurs groupes de données. Donc, on a bien sûr les identifiants parce qu'il va falloir identifier cette facture, son numéro de facture, sa date, son type, est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est un avoir, est-ce que c'est un acompte, la devise dans laquelle cette facture est libellée. Ensuite, quelles sont les différentes parties? Qui est le vendeur, qui est l'acheteur, qui est le livré, est-ce qu'il y a un tiers payeur, est-ce qu'il y a un tiers facturé, quels sont les identifiants légaux des différents acteurs, on parle du numéro de TVA par exemple, on parle du numéro de sirène comme étant un sirène et sirette comme étant des identifiants uniques, les adresses, les contacts, donc tout ça ce sont des informations qu'on va devoir mentionner. Les références, ah bah oui, le numéro de référence du bon de commande, parce qu'en fait, moi, pour payer une facture, s'il n'y a pas le numéro de mon numéro à moi de bon de commande, de toute façon, ma facture, elle ne sera pas traitée. Donc, ces éléments-là devront être mentionnés. Donc, toutes les références de la facture, le détail des lignes, sachant que le détail des lignes ne sera pas à transmettre dans la toute première phase, mais il sera attendu dans un second temps par la DGFiP. Ensuite, il y a tout ce qui tourne aussi sur les aspects remises, charges qui seraient en pied de documents, comme bien entendu la TVA, par exemple. Il faut le détail de la TVA ainsi que le total de la TVA. Il faut bien entendu le détail de la TVA par taux et par raison d'exemption s'il y a des raisons d'exemption. Après, on a un certain nombre de notions qu'on appelle des informations diverses. Donc ça, ce sont effectivement des mentions complémentaires qui vont devoir figurer selon toujours cette même structure, qui doivent figurer, qui doivent être présentes. Et puis, bien entendu, tous les totaux et les modalités de paiement. OK.
Une fois qu'on a dit ça, donc ce sont toutes les données structurées. Ensuite, dans cette réforme, on nous expose également les règles de gestion qui sont associées à toutes ces données, les modalités de calcul, les modalités d'arrondi, quelles sont les notions qui sont obligatoires, celles qui sont annexes, pour chaque champ, quels sont les différents types, quelles sont les longueurs, etc. Donc tout ça, c'est ce qui constitue la norme. Et après, parmi toutes ces notions que je viens rapidement de nommer, il y en a un certain nombre qui sont déjà présentes dans vos solutions, dans vos ERP, dont il va falloir déjà vérifier la qualité, parce que ça, c'est un premier des axes sur lesquels vous allez devoir travailler. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas encore présentes. Et c'est pour cette raison qu'on vous parle à tous de nécessaires mises à jour de vos solutions. Et donc, en fonction des éditeurs avec lesquels vous êtes amené à travailler, certains éditeurs seront plus ou moins prêts, plus ou moins rapidement, mais en tout cas, vous, il faut que vous ayez bien conscience de ces éléments qu'il va devoir faire figurer dans vos outils. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si vos données ne sont pas fiabilisées? En fait, s'il manque des notions, s'il y a des doublons ou si les données sont erronées et qu'elles sont potentiellement du coup incomplète, vous risquez d'avoir, si les erreurs sont liées à l'adressage de votre destinataire, il risque d'avoir une erreur de routage et votre destinataire ne recevra jamais la facture. Donc ça c'est embêtant. Potentiellement, il y aura certainement des traitements manuels pour corriger les problèmes, mais ces traitements manuels, ils risquent d'être plutôt lourds et un peu fastidieux. Si c'est au moment de l'émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, les factures vont être contrôlées formellement. Donc, si la forme n'est pas bonne, elle sera carrément rejetée, votre facture. Au moment de la réception, par contre, si les données ne sont pas à jour, les systèmes ne pourront pas interpréter correctement la facture qui vient d'être reçue et n'auront pas la capacité d'aiguiller ou d'orienter automatiquement la facture vers le bon destinataire. Donc ça nécessitera potentiellement une détermination manuelle c'est peut-être pas grave, mais ça vous prendra un peu plus de temps. Et puis, si on a des erreurs ou des données qui ne sont pas justes sur la notion du statut encaissé, donc ça va être un problème parce que ça veut dire que ça va avoir des conséquences sur les données de TVA et potentiellement sur votre déclaration CA3. Et l'État du coup, va plus rapidement ticker et sans vouloir être l'oiseau de mauvais augure, mais ça veut dire qu'ils pourront rapprocher les données plus rapidement et se dire que tiens, j'ai des choses qui sont incohérentes entre les déclarations et peut-être que ça amènera des risques de contrôle fiscaux. Donc ça, c'est le sujet des données structurées. Après, dans cette réforme, dans cette nouvelle norme, les instances qui ont travaillé sur le sujet ont identifié un certain nombre de cas d'usage. Pour l'instant, il y a 36 cas d'usage qui ont été identifiés. Il y en aura peut-être d'autres à venir. Je ne les ai pas tous mis là, on est d'accord qu'il n'y a pas 36 cases. Mais c'est pour vous donner une idée, en fait, des situations qui ont été donc identifiées. Et en fait, à chaque situation, il va y avoir un traitement, une modalité de traitement particulière qu'il faudra adopter. Parce qu'il y a effectivement le sujet de la facture électronique et il y a le sujet du e-reporting qui va avec. Quelles sont les personnes que je vais, quelles sont les modalités que je vais adopter quand c'est le salarié, c'est une note de restaurant et j'ai un ticket de restaurant, mais c'est le salarié qui a payé. Est-ce que donc du coup, si c'est le salarié qui paye, je ne vais pas émettre une facture électronique, ça va plutôt rentrer dans le périmètre du e-reporting. Pourtant, il y a un moment où il va falloir que je rembourse mon salarié, donc ça va continuer à fonctionner comme je le fais aujourd'hui. Ensuite, quand on a des factures d'autofacturation, quel va être le nouveau process? Quand on est sur des paiements partiels, quand on est sur une facture d'acompte, il faut absolument que je sois en capacité de dire quelle est la facture qui est concernée par cet acompte. Bref, tout un tas d'éléments et de situations qu'il est important d'identifier et du coup pour lesquels il va falloir se projeter sur une nouvelle façon de travailler. Donc ça, c'était le sujet du e-invoicing.
Ensuite, on a dit qu'il y avait le sujet du e-reporting. Ce sujet du e-reporting, qui est concerné? Tous les assujettis à la TVA, même ceux qui sont en franchise de base, sont concernés par ce e-reporting. Et du coup, ça concerne les ventes en B2C qu'il va falloir adresser par jour, quotidiennement, avec le détail de la TVA, mais en cumul, un peu dans le même esprit que ce qu'on fait aujourd'hui sur un Z de caisse, sauf qu'on n'a pas vraiment de normes aujourd'hui pour le Z de caisse. Ensuite, on a les ventes B2B internationales. Donc, celles-là, il faudra les émettre et les envoyer par facture, selon à peu près la même structure que ce qui est attendu pour le e-invoicing. Sont concernées également les acquisitions B2B internationales hors import de biens. Et là, c'est également avec un détail par facture. Donc ça, c'est pour la partie facture. Et après, il y a tout ce qui tourne autour des encaissements. Et là, donc, ce sont les encaissements des ventes et les factures de services, y compris pour les factures qui sont concernées par le e-invoicing. Et ensuite, une fois qu'on a dit qui était concerné et quels étaient les éléments qui étaient concernés, la question c'est quand est-ce que je vais devoir en fait transmettre ces éléments? Ces éléments, je vais devoir les transmettre de façon périodique. Et en fait, en fonction de mon régime de TVA, la périodicité va être différente. Si on est sur du régime normal, c'est tous les 10 jours sous 10 jours et tous les mois pour ce qui concerne les encaissements. Si on est dans le régime simplifié, c'est tous les mois à la fin du mois suivant. Et si on est en franchise de base, franchise en base, pardon, c'est tous les mois en fin de mois suivant. Donc on est quand même dans un cadencement qui est assez structuré et structurant. Donc forcément, ça va avoir quand même des conséquences au niveau de l'ensemble des organisations et de l'ensemble des entreprises. Donc on a tout intérêt vraiment à se préparer. Donc du coup, en synthèse, une facture électronique, on a bien identifié que c'est pas du tout une facture papier, c'est pas du tout un PDF ou une image, c'est pas du tout un document qui va être généré par un logiciel et ensuite envoyé par mail, c'est bien une facture qui doit être créée dans un format électronique, selon des formats bien identifiés, avec des données structurées, dont certaines sont déjà présentes dans vos systèmes et d'autres sont à venir. Donc ça, ce sont les deux aspects de e-invoicing d'un côté et e-reporting de l'autre. Maintenant, il y a d'autres sujets dans cette réforme, c'est aussi les nouveaux acteurs, les nouveaux flux et les nouvelles notions. Aujourd'hui, quand vous adressez une facture à votre client, vous préparez votre facture, vous la stockez plus ou moins, vous l'éditez, vous la stockez et ensuite vous envoyez la facture à votre client et chacun des acteurs s'adresse à l'administration fiscale et fait ses déclarations chacun de son côté. Donc ça, c'est le schéma tel qu'il existe aujourd'hui. Demain, ce que je vous disais, c'est qu'on est sur un schéma qui est complètement différent puisqu'en fait, les transactions vont passer par les plateformes. Donc du coup, on est sur un cheminement qui implique des acteurs, des nouveaux acteurs qui vont arriver d'ici à 2026, bien entendu, même avant. Donc du coup, il va falloir apprendre à travailler différemment et c'est le portail public de facturation et lui seul qui sera habilité à communiquer les éléments à l'administration fiscale. Ce PPF, en fait, c'est un concentrateur de données. C'est lui, en fait, qui enverra les éléments à l'administration fiscale. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous pourrez soit vous connecter, travailler directement avec le PPF, soit travailler avec des PDP. Ça dépendra des niveaux de service dont vous pourriez avoir besoin et des niveaux de service qui seront proposés par les différents acteurs. Par exemple, si vous travaillez avec de l'international, vous n'aurez pas d'autre choix que de travailler avec des PDP puisque le PPF, il ne traitera que la partie e-invoicing. Il ne vous permettra pas de traiter le sujet international. Donc ça, c'est pour les schémas. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une notion de statut de la facture. Donc en fait, il va y avoir 4 statuts obligatoires et un certain nombre de statuts recommandés. Donc en fonction des acteurs, en fonction des éditeurs, on va avoir cette lecture différente et ces informations qui seront ou pas disponibles. Donc en tout cas, on a 4 statuts obligatoires. C'est la facture a été déposée, la facture a été rejetée, la facture a été refusée et enfin la facture a été encaissée. Dans ce schéma, je vous ai rajouté également les impacts ou les
solutions qui étaient impactées dans le monde de 7G100. Vous comprenez par exemple que c'est la gestion commerciale qui va être à l'origine de l'émission de la facture, donc qui devra savoir si la facture a bien été déposée ou pas, ou qui pourra vous dire si la facture a été déposée ou pas. Ensuite, ce sont les outils comme la gestion commerciale, la comptabilité et cette automatisation comptable, si vous en êtes équipé, qui seront concernés par les statuts rejetés et par les statuts intermédiaires, et également les statuts encaissés et refusés qu'on retrouvera surtout sur moyens de paiement et la comptabilité. Donc ça, c'est la notion donc, de cycle de vie de la facture. Donc, des nouveaux acteurs, des nouvelles notions, et enfin, le calendrier. Alors, ce calendrier, il a évolué depuis le mois de juillet 2023 et on est désormais sur un calendrier qui est, on va dire, figé, ou en tout cas qui a été confirmé encore la semaine dernière par la DGFiP. Donc, nous avons depuis le premier trimestre, depuis le début d'année, la liste de tous les candidats PDP qui a été publiée. Enfin, pas tous, pardon. Une bonne partie, on a une cinquantaine de candidats PDP qui a été publiée donc, par la DGFiP. Donc, ce sont bien des candidats PDP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a encore aucune plateforme qui peut dire je suis PDP. On peut être candidat PDP, on peut avoir un dossier qui a été accepté par l'administration fiscale, mais il n'y a aucune immatriculation qui a été opérée par l'administration. Il va y avoir très prochainement justement la publication des premières PDP immatriculées, sachant qu'on va avoir une notion intermédiaire d'immatriculation sous réserve de bonne connexion avec le PPF, puisqu'en fait, ce PPF, il sera disponible en fin d'année ou en début d'année 2025. Donc du coup, d'ici le printemps, on va avoir la liste des première PDP immatriculée sous réserve de bonne communication avec le PPF. Toujours au printemps, on va avoir la publication des dernières spécifications externes, du dernier cahier des charges de cette norme, puisqu'il manque encore un certain nombre de petites subtilités qui doivent être réglées. Donc là aussi, la DGFiP et la IFE, qui sont les instances qui travaillent sur ces sujets, nous ont promis quelque chose nous ont promis de publier ça pour le printemps. Et nous ont promis également qu'on aurait la mise à disposition de l'annuaire et les premiers tests qui seront donc possibles sur le PPF pour la fin d'année 2024. Disons autour du mois de novembre, on devrait avoir accès à ces éléments. Ensuite, l'année 2025, ça va être une année de phase de qualification, de phase de test, puis après de phase pilote. L'idée et le souhait de l'administration, c'est de pouvoir faire en sorte que les entreprises rentrent progressivement dans cette réforme et d'éviter un Big Bang au 1er septembre 2026, qui est la date référence, puisque à cette date, le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être prêtes pour pouvoir réceptionner les factures électroniques. Et les grandes entreprises, les ETI ainsi que les assujettis uniques doivent être en capacité d'émettre ces factures. Et ensuite, les PME et les TPE, y compris les auto-entrepreneurs, vont devoir émettre les factures électroniques et traiter le e-reporting à compter du 1er septembre 2027.